narcotrafic, avec toujours cette même question. Comment peut-on sortir du piège qui ravage un peu plus la France? Alors parmi les pistes, il y a notamment celle de faire passer les trafiquants à la caisse, parce que le but c'est d'assécher évidemment ce trafic. On rappelle que 240 000 personnes environ profitent de cette économie souterraine et cela semble être la solution, les attaquer au portefeuille. Les explications de Célia Judas. Voitures, argent liquide, biens immobiliers ou encore bijoux. Pour endiguer le trafic de drogue, la solution pourrait bien être de taper au portefeuille des narcotrafiquants. Ce qui est très bien, c'est que les services répressifs ont pris conscience qu'il ne suffisait pas de saisir de la marchandise. C'est s'en prendre aux organisations, c'est en changer les méthodes de travail, travailler non plus sur le produit mais sur l'organisation et puis sur les flux financiers importants. Moi, je préfère récupérer les avoirs criminels presque que la drogue parce que quand ils n'ont plus d'argent, ils sont empêchés. Ils ne peuvent plus investir, ils ne peuvent plus corrompre, ils ne peuvent plus acheter de tueurs à gages et à partir de là, vous les mettez hors d'état de nuire. Les saisies et confiscations des avoirs criminels représentent aujourd'hui un axe majeur dans la lutte contre le narcotrafic, visant à priver les trafiquants de leurs ressources financières. Bien que les saisies soient fréquentes, les montants réquisitionnés sont moindres face aux gains générés par le trafic de drogue. Selon l'Office anti-stupéfiants, les chiffres d'affaires du narcotrafic s'élèveraient à 7 milliards d'euros en 2024, mais seuls 96 millions d'euros ont été saisis par les autorités compétentes. Noémie Aliouard, on se dit que c'est peut-être une bonne piste. Le procureur de la République de Marseille disait hier, saisir la drogue ne sert à rien parce que plus on en saisit, plus il en arrive. En revanche, le but, c'est véritablement d'assécher. Le rapport de l'OFAS le dit, ces dealers, ces trafiquants sont devenus des véritables entreprises. Et donc, il faut faire en sorte qu'elle n'ait plus de trésorerie à un moment donné pour cesser de nuire et d'agir. Oui, tout à fait. L'argent, c'est le nerf de la guerre, vous le savez. C'était très bien dit dans le sujet. Ça représente quand même 7 milliards d'euros. C'est conséquent. Et effectivement, c'est le meilleur moyen aujourd'hui de s'attaquer à ce trafic. Parce que lorsque vous attaquez aux trafiquants, lorsque vous attaquez aux choufs, lorsque vous attaquez à tout ce système, à tout ce réseau qui fait en sorte que le trafic de drogue continue de prospérer dans notre pays, vous ne touchez pas à la racine du problème. C'est comme si vous avez un arbre, vous attaquez les branches, vous coupez les branches, mais la racine, c'est l'argent. C'était très bien dit dans le sujet. Et la façon dont cet argent se déploie, c'est-à-dire que ce soit les biens immobiliers, les voitures de luxe, etc., etc. Et quand vous touchez à la racine du problème, c'est-à-dire à l'argent, vous avez une chance, là, véritablement de faire mal. Guillaume Perrault, effectivement, on voit aussi avec la loi narcotrafic, on va parler d'un certain nombre d'exemples dans la foulée, mais où on a voulu s'attaquer un petit peu à tous les pans du trafic de drogue. Bien sûr, plus de sécurité, plus de réponses pénales, mais aussi la possibilité de fermer au maximum tous les points de deal, fermer les commerces et faire en sorte, comme le disait Noémie, qu'on touche enfin peut-être à l'argent et à la base, en fait, ce qui les permet de fonctionner, ce qui leur permet de fonctionner. Oui, mais il y a loin de l'annonce à la réalisation effective de cet objectif. Cet objectif, c'est du bon sens, mais ça fait une quinzaine d'années à peu près que les professionnels réfléchissent à ça. Sous Sarkozy déjà, Sarkozy lui-même, quand il était président, avait fait un grand discours. Je pense que ça devait être au moment du discours de Grenoble. Et il avait annoncé que ce qu'on appelait les GIR à l'époque, les groupements d'intervention régionaux, allaient désormais avoir des inspecteurs du fisc comme collègues dans les équipes pour faire exactement ce que vous venez de décrire. Or, entre l'annonce et l'arrivée effective de ces inspecteurs des impôts, il avait fallu 1 an. Vous voyez, donc, le président de la République, le chef de l'État, au plus haut niveau de l'État, prend un engagement devant le pays. Et l'arrivée des premiers agents du fisc dans ces équipes avait raconté un ancien collaborateur de Sarkozy, Maxime Tandonnet, dans un livre témoignage sur son expérience à l'Élysée. Il avait fallu 1 an. Donc, on ne peut qu'applaudir cette annonce de bon sens. Évidemment, c'est l'assurance d'avoir tout le pays derrière soi. Ça paraît élémentaire, ça paraît logique. Après, la réalisation concrète soulève un grand nombre de difficultés. Avec aussi la difficulté, Jérémy Stubbs, et on le sait, qu'une partie de cet argent qui est brassé en France, on parle de 7 milliards au minimum que représente le trafic de drogue, il y a une partie sur laquelle on peut tenter d'agir, c'est la partie qui se situe en France, mais une grande partie de cet argent aussi repart extrêmement vite à l'étranger, et là ça va être plus compliqué pour tenter de retrouver cet argent et de le récupérer. Oui, bien sûr. En fait, la seule façon de lutter contre la drogue, c'est un effort international coordonné. Et cette année, le prix de la cocaïne n'a jamais été aussi bas. Oui. Les quantités aussi énormes. Et même, et c'est un argument de marketing, la pureté n'a jamais été aussi bonne
dans la cocaïne. Et la plupart de la cocaïne vient de l'Amérique latine, Colombie par exemple, où il y a une surproduction. Donc, bien sûr, il faut s'attaquer au problème de l'argent en France, mais la source, c'est aussi là-bas. Et il faut travailler sur tous les fronts à la fois. Est-ce qu'il y aura... Le problème, c'est qu'on a parlé de 7 milliards. Les trafiquants de drogue, qui ont des organisations pyramidales immenses, disposent de ressources énormes que n'ont pas les États. Oui. C'est ça le problème. Donc, on peut créer des applis pour que les gens signalent des points de deal. On peut créer des nouvelles unités, des parquets. Il y a la nouvelle loi contre le crime organisé en France. On peut faire tout ça, mais s'il n'y a pas les ressources. Et d'ailleurs, j'imagine que les policiers français sont là avec des ordinateurs d'il y a 10 ans. Et encore, s'ils ont 10 ans, je pense qu'on est content, oui. Oui, je voulais être plus flatteur, n'est-ce pas? Non, c'est gentil, mais on peut dire les choses, ne vous inquiétez pas. Tandis que les trafiquants avec les crypto-monnaies seront là avec le dernier cri de la technologie. C'est ça le problème, les moyens ne sont pas égaux. Oui, parce que Éric Nolot, on se rappelle de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui avait dit on lutte à armes égales avec les narcotrafiquants. On avait écouté, on était en plateau à ce moment-là, et mes invités autour de la table tout de suite avaient tilté en se disant mais à armes égales avec les narcotrafiquants, certainement pas. Vous parliez des moyens, et puis eux, par définition, ils ne respectent rien et rien de la loi. Donc forcément, ils ont un temps d'avance et ils sont sans foi ni loi, c'est le cas de le dire. Non, mais les mesures annoncées vont dans la bonne direction. Ce serait stupide de dire le contraire. Mais moi, je reste persuadé que le narcotrafic est une réalité tellement massive. Les délinquants disposent de tant d'argent que je ne crois pas à la réforme, je crois à la révolution. Je crois qu'il faut aborder le narcotrafic avec sans doute beaucoup plus de brutalité, beaucoup plus de radicalité, parce qu'en face, vous avez des gens qui, eux, n'ont aucune limite dans la brutalité et la radicalité. Et le rapport de l'Office anti-stupéfiants dit bien que tout est investi. Ça se joue sur le numérique. Les têtes de réseau sont à l'étranger. Donc la coopération internationale est évidemment indispensable. Et puis vous parliez de prendre le problème à la racine. Moi, il y a quelque chose dont j'entends presque jamais parler, c'est celui du consommateur. Oui. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on... Oui, c'est un peu l'angle mort. On en entend parler, mais on n'entend pas de mesures proposées. Non, pas de mesures. Et puis vous avez tout de suite un contre-discours d'extrême gauche qui dit « Oh là là, faut pas stigmatiser, faut pas culpabiliser, machin truc ». Mais sans consommateur, il n'y a pas de trafic. Et je trouve que le trafic de cocaïne, qui concerne maintenant tous les milieux, se fait avec une bonne conscience et une décontraction que moi je trouve choquante. Ça a été très cool pendant un moment dans la jet set. Maintenant, ça a beaucoup débordé la jet set, qui d'ailleurs carbure à d'autres substances. Mais je trouve que cette culture de la complaisance envers ceux qui se droguent, et dont il faut rappeler que quand vous vous droguez, vous avez du sang sur les mains. Cet argent alimente le terrorisme, alimente la prostitution, c'est-à-dire la traite de blanche, il faut le dire, c'est pas la prostitution mondaine, hein, c'est vraiment des traites de blanche, des femmes qui sont réduites en esclavage. Vous achetez de la coke au coin de la rue, vous participez à tout ça. Il faut le répéter, mais c'est pas très à la mode de le faire. Rapidement, Guillaume, on va regarder ce que dit Catherine Vautrin également. Oui, alors j'ai eu la chance de fréquenter longuement un ancien garde des Sceaux qui s'appelait Albin Chalandon, qui avait été ministre en 86-88 sous Chirac pendant la première cohabitation. Et il m'expliquait que le dossier le plus dur pour lui, c'était la drogue. Pourquoi ? Parce que les familles ne sont pas prêtes, les familles de drogués n'étaient pas prêtes, en tout cas dans la France des années 80, à accepter qu'on leur dise que leur fils, leur fille avait commis un délit et était donc un délinquant qu'il fallait pas seulement soigner, certes, il faut les soigner, il fallait aussi punir. Oui, punir. La loi de 1970, qui est toujours un peu la clé de voûte de notre approche juridique du problème, elle avait été prise après un fait divers dramatique où un adolescent était mort d'une overdose à Bandol en 70, qui avait ému la France à l'époque. Et il y a eu le volet répressif de l'usage de la drogue a été de moins en moins accepté par la société française. Et appliqué par les magistrats, accepté par les travailleurs sociaux, les médecins, etc. Donc il y a un décalage qui fait qu'en effet, comme le dit Éric, tant qu'on n'acceptera pas que il faut sanctionner pénalement l'usage de drogue et stigmatiser, c'est blâmer, condamner moralement, ce qui n'exclut pas de soigner, mais qu'il faut assumer le volet répressif lié à l'usage de la drogue, on ne s'en sortira pas. Parce que s'il y a une offre,
C'est parce qu'il y a aussi une C'est demande. parce qu'il y a une demande et vous avez raison de le rappeler. Je vais vous donner la parole, Noémie Aliwa, tout de suite, mais je voudrais qu'on regarde ce que disait Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé. Elle salue l'initiative qui a été mise en place dans les Alpes-Maritimes. On vous en avait d'ailleurs parlé sur CNews, qui permet de recalculer les prestations sociales en intégrant les revenus issus du trafic de drogue. Un pas de plus contre la fraude et l'impunité. On entendait David Lisnard, notamment Noémie, sur notre plateau l'autre jour, qui expliquait, nous étions plus loin dès la rentrée, dit-elle, cette mesure, alors qui semble de bon sens, c'est-à-dire dans les prestations sociales, on inclut le revenu du trafic. Si on se rend compte que des prestations ont été données, elles peuvent être remboursées. En revanche, ça nécessite d'abord qu'il y ait une condamnation parce qu'évidemment, le trafiquant qu'on n'a jamais attrapé, comment vous voulez prouver quel est son revenu? C'est du bon sens, mais je reprends un peu ce que Guillaume disait tout à l'heure. Le bon sens, mais à l'épreuve de la réalité finalement. Oui, c'est du bon sens, mais ça paraît quand même contre-intuitif parce qu'à partir du moment où vous considérez que cet argent doit rentrer dans un processus légitime, vous légitimez aussi. Vous considérez que cet argent doit être taxé, qu'il pourrait même être l'État récupère l'argent du trafic de drogue. Et ça veut dire que cet argent, il est considéré comme légitime d'une certaine façon. C'est quand même très, très, très compliqué. Et pour revenir sur les premiers propos de la ministre et pour rejoindre ce que disait Guillaume, qui me paraît très intéressant, c'est vrai qu'il y a deux façons, au fond, d'aborder cette question de la drogue. Soit la question vraiment de santé publique, et c'est ce que fait d'ailleurs la gauche et l'extrême gauche. Souvenez-vous de l'affaire Andy Kerbrat, député de la France Insoumise, qui a été attrapé en train d'acheter de la drogue, c'était avec son enveloppe parlementaire. Un mineur, je me souviens très bien. Oui, exactement. Mineur, c'était le bingo du exactement le bingo. Et je me souviens très bien de la réaction de la députée Sandrine Rousseau, qui avait simplement mis en avant justement cette question de la santé publique en disant mais il est malade, etc. Mais il faut comprendre qu'il y a aussi un choix. Il faut comprendre ces deux choses-là. Il y a aussi la volonté et le choix d'aller se droguer, d'aller prendre de la drogue. On ne peut pas simplement voir la question de la drogue comme une question de santé publique, comme une question de maladie. Il y a la décision à un moment donné, avant de tomber dans la dépendance. Il faut responsabiliser aussi le consommateur, et c'est en ça que je rejoins ce que disait Éric Nolot. C'est un système qui s'entretient de bout en bout. Il y a celui qui vend, mais il y a aussi celui qui consomme, qui à un moment donné prend la décision de participer à ce système. Vous avez raison. Pour terminer cette partie, on va faire plaisir à Éric Nolot, parce qu'on va écouter Éric Piolle. Figurez-vous, qui parle de trafic de drogue. J'ai un poster d'Éric Piolle au-dessus de mon lit. Oui, je sais, c'est votre chouchou, vous m'avez dit. Donc je vous propose de l'écouter. Il parle du trafic de drogue et on verra si vous êtes d'accord avec lui. Je crois que je connais la réponse, mais quand même, je vais vous la poser. On l'écoute. La politique répressive qui est menée est en échec. C'est-à-dire qu'on essaye de lutter contre les trafiquants, mais en fait, on voit une montée de la violence un peu partout dans le pays. Nous, à l'échelle locale, nous coopérons avec la justice et la police pour faire notre travail correctement, dans un cadre dont on sait qu'il ne produit pas de résultats et dont on constate qu'il ne produit pas de résultats. Mais ce n'est pas parce qu'il ne produit pas de résultats qu'il ne faut pas continuer à agir avec détermination au quotidien. C'est pour ça que nous demandons un changement de loi, nous écologistes et moi aussi, sur la légalisation du cannabis et sur la prise en compte de la santé pour les consommateurs de cocaïne. Voilà, ce n'était pas ma position avant que je fasse de la politique, mais après avoir étudié la question, je suis arrivé à ce changement de position, à me dire qu'effectivement la solution c'est ça. Bon, Éric Nolot, comme on n'y arrive pas, lâchons. Voilà. Ça ira plus vite. Non, c'est simple, Éric Piolle, c'est 50 nuances de capitulation. C'est-à-dire, on n'y arrive pas, on légalise, et puis alors ça va même plus loin. Maintenant, il avait sponsorisé un spectacle qui invitait les gens à mieux tolérer les dealers en bas de chez eux, parce qu'au fond, c'est un commerce comme un autre, etc. Ce sont peut-être de bons voisins. Oui, en tout cas, c'est des gens qu'il ne faut pas stigmatiser, ils sont là, voilà. Donc, en fait, le modèle d'Éric Piolle, ce qu'il veut pour Grenoble, c'est que les dealers restent sur place, mais en revanche, il veut, je cite, ouvrons les guillemets, dissoudre les ghettos de riches. Oui. Donc, il faut, enfin, je ne sais pas où commencent les riches pour lui, mais en fait, il faut qu'ils quittent la ville, mais les dealers peuvent rester. Écoutez, quand on est à ce point de délire idéologique, ajoutons l'affaire Andy Kerbrat, parce que moi, je ne suis pas un père la morale, mais quand on se fait gauler dans une histoire pareille, on ne peut pas redevenir député, selon moi. C'est pas ça possible. faisait beaucoup. Non. Comme l'a rappelé Noémie, il y a beaucoup de problèmes. Il y a un problème d'exemplarité. Moi, je veux bien qu'il soit malade, c'est vrai, qu'on le soigne aux frais de l'État, c'est tout à fait normal, mais il ne peut pas revenir sur les bancs de l'Assemblée nationale. Donc, quand vous avez ce discours d'Éric Piolle, les contre-exemples d'Andy Kerbrat et d'autres, on ne peut pas quand même s'empêcher de penser que tout ce problème de narcotrafic est aussi basé sur un discours. Et ce discours ne va pas dans le bon sens, empêche de prendre les bonnes mesures. On va continuer à en parler, mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête quelques minutes sur cet incendie en cours dans l'Aude. Plus de 11 000 hectares de végétation qui ont brûlé. On va retrouver sur place Mathilde Ibanez. Bonjour Mathilde et merci d'être avec nous. Où en est-on ? Quelles sont les dernières informations, chère Mathilde ?
Bonjour Elodie, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que la situation est particulièrement compliquée. Les pompiers n'arrivent pas à éteindre les flammes puisque cet incendie, c'est d'une ampleur exceptionnelle dans le massif des Corbières. Mais ici, en tout cas, ces pompiers, ils sont fortement mobilisés. Ils sont près de 1500 à être déployés sur le terrain. En tout, il y a également 4 Canadair de 600 tonnes d'eau qui sont déployés, 2 hélicoptères légers, mais aussi un hélicoptère lourd et également ces 2 Dash qui peuvent transporter jusqu'à 11 tonnes d'eau. Alors ici, une chose est sûre, c'est que, vous l'avez dit, il y a plus de 11 000 hectares qui ont brûlé extrêmement rapidement. Ici, la situation est particulièrement compliquée. Le bilan humain est également lourd puisqu'une femme est décédée. Sa maison s'est écroulée sur elle. Une autre personne est portée disparue. Côté blessé, vous avez 2 civils qui ont été blessés, dont un qui a été grièvement brûlé. Il a été transporté dans un hôpital spécialisé. Et côté des pompiers qui sont fortement mobilisés, 7 personnes d'entre eux ont été légèrement blessées, des pompiers légèrement blessés et qui sont quand même repartis sur le terrain juste après. Merci beaucoup à Mathilde Ibanez et merci à Timothée Forgeon qui vous accompagne pour clore cette page. Je voudrais qu'on écoute Éric Brocardi, c'est le porte-parole des sapeurs-pompiers. Il était l'invité de Mickaël Dorian dans la matinale, on l'écoute. On peut même déjà parler d'une vitesse de propagation hors norme, telle une véritable bombe incendiaire qui s'est abattue hier dans le département de l'Aude. Donc on est vraiment sur un sujet aujourd'hui d'un des effets du dérèglement climatique, c'est-à-dire sur des vitesses de propagation qui n'ont pas été calculées jusque-là, même dans les incendies de 2003 dans le Var, où déjà les effets du vent plus les effets de sécheresse ont eu pour inquiétude ces vitesses de propagation. Mais là, nous avons dépassé certaines limites. Rendez-vous compte, c'est près de 5,5 km/h de propagation du sinistre, ne serait-ce que dans les premières heures, avec justement cet effet de vent qui ne s'est jamais arrêté du début de l'après-midi jusqu'à la fin et durant la nuit. Donc on était vraiment sur un sujet extrême pour les sapeurs-pompiers en termes de lutte. Ce qu'on pouvait dire, et évidemment, on salue, et Mathilde a eu raison de le rappeler, l'action des pompiers qui sont blessés, mais évidemment, qui ne lâchent rien. On reviendra bien sûr sur cet incendie tout au long de l'émission. On va revenir au sujet qui nous préoccupait, parce qu'on parlait justement, et vous le disiez, d'Éric Piolle qui dit qu'il faut accepter les dealers. Eh bien, les dealers, parfois, qui ont des initiatives très originales, c'est le moins que l'on puisse dire. On va parler de ce qui s'est passé dans un quartier populaire de Bagnols-sur-Cèze. Les habitants de ce quartier ont reçu une lettre des dealers qui leur proposent un certain nombre de services. On va voir cette lettre qui commence comme ça. Lettre d'excuses et d'engagement de la Gitanie aux résidents de Bagnols-sur-Cèze. Alors, ils expliquent: nous tenons par cette lettre à vous présenter nos plus sincères excuses pour les nuisances sonores et les éventuelles dégradations qui ont pu causer des désagréments dans le quartier. Nous comprenons pleinement que ces situations aient pu affecter votre quotidien. Nous en sommes profondément désolés. Ce sont nos confrères d'ici, Gare-Lozère, qui ont repéré cette lettre. Guillaume Perrault, c'est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes là, on n'a pas le droit, pardon, et on espère qu'on vous dérange pas trop. C'est ça, cette lettre. Oui, c'est un peu incroyable. C'est une tentative de se légitimer et d'être reconnu comme une espèce d'acteur social qui a toute sa place dans la vie d'une commune, finalement. C'est incroyable d'avoir un tel aplomb, une telle assurance. C'est un indice de plus d'un climat où, finalement, le recours à la drogue, la vente de drogue, et puis affiché, ostentatoire, n'est plus perçu comme quelque chose de dangereux. Voilà. Et cette lettre va encore plus loin, si je peux me permettre, c'est qu'ils proposent aussi de faire leurs courses, de faire des travaux de bricolage. Ils offrent aussi des stands et des jouets aux enfants, parce qu'ils disent ceci: nous espérons que ces actions permettront de créer un climat serein et solidaire. Alors, nous sommes très sérieux. Je rappelle que donc, cette lettre a été publiée par nos confrères, qu'on a pu la lire, et que donc c'est vraiment écrit tel quel. Est-ce qu'on est sûr que c'est pas un canular quand même? Oui, alors on oui. peut quand même se poser la question. Non, parce que ce n'est pas la première fois, figurez-vous, que ça arrive, pas forcément sur cette commune, mais ailleurs, Noémie, on se dit, ils ont tout compris, les dealers. S'il vous plaît, ne nous dénoncez pas. En échange, on a des jeunes motivés, je les cite, qui pourront faire vos courses, faire du bricolage. Donc, on fait quelque chose de gagnant-gagnant. Vous ne parlez pas, on ne vous embête pas, voire on vous aide. Ça prête à sourire, bien sûr, mais en fait, il faut peut-être rappeler que la vie est un enfer pour les habitants de ces quartiers qui subissent le trafic de drogue autour d'eux. J'ai une pensée, souvenez-vous, pour Soukaina.
cette jeune femme de 23 ans, qui était chez elle, à Marseille, dans le 10e arrondissement de Paris. Elle était à son domicile quand elle a pris une balle perdue de Kalachnikov parce que derrière chez elle, il y avait un règlement de compte entre trafiquants de drogue. C'est ça la réalité des gens qui vivent dans les quartiers et qui subissent le trafic de drogue. C'est pas de recevoir des mails avec des excuses et des blagues. C'est le fait de vivre dans un climat de peur, dans la peur de recevoir une balle perdue, dans la peur de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, ça prête à sourire, mais la vérité, c'est que la réalité, elle est terrible, et surtout pour les habitants qui vivent cet enfer-là. Et puis, Éric Nolot, on le rappelle, et vous le disiez très justement, c'est-à-dire que là, il fait de s'excuser, de dire attention, tout le monde peut vivre en bonne intelligence. Premièrement, non, ce qu'ils font est illégal, mais ces habitants-là, ils ont souvent très peur. Et on le voit quand on va dans les quartiers totalement gangrénés par le trafic de drogue, les personnes n'osent pas, par exemple, témoigner à visage découvert parce qu'ils connaissent les représailles. Ça, c'est aussi un petit moyen d'intimidation. Vous avez intérêt à vous taire. Mais ce courrier est à la fois surprenant et cohérent parce que l'ambition du narcotrafic, c'est de créer une contre-société en réalité. Et d'ailleurs, avec parfois la complicité de l'État, parce que dans certaines banlieues, on estime qu'il faut être un peu indulgent vers les dealers en échange d'une certaine paix sociale, et puis même, c'est eux qui payent les loyers de leur famille et tout. Donc, il y a un côté, au moins, c'est un moindre mal. Donc, ils ne font que prolonger ce raisonnement. Le problème, c'est que sur le terrain, en effet, vous avez affaire à des zones où, pour rentrer chez vous, vous devez demander l'autorisation aux dealers, pour recevoir pour inviter des gens aussi, aux dealers. Et c'est ça que je reproche à la gauche, c'est qu'en fait, ils laissent à leur sort et ils laissent dans un face-à-face terrible les plus fragiles d'entre nous avec les délinquants, parce qu'eux n'ont pas les moyens de se défendre. Monsieur Piolle, il ne demande pas l'autorisation à un dealer pour rentrer chez lui, ses amis non plus. Et il y a des tas de régions de France où on ne demande pas l'autorisation. C'est dans les cités, c'est dans les territoires perdus de la République. Et ça, je trouve ça terrible. Donc derrière cette lettre, il y a une réalité absolument terrifiante. Il faudrait en prendre conscience. Mais sinon, à mon avis, ce n'est que le début. Ils proposeront d'autres services et il y a une contre-société qui s'instaurera avec ses règles à elle, mais basée sur l'illégalité plutôt que sur la légalité. Avec Jérémy Stubbs, c'est aussi, vous le disiez, la suite logique des accommodements raisonnables. C'est-à-dire que quand même parfois des élus, pendant des années, se sont dit finalement on ne va pas trop toucher au trafic de drogue parce que certes, ce n'est plus l'ordre républicain qui est dans les quartiers, mais c'est un ordre qui fonctionne payé par le trafic de drogue. Forcément, eux se croient tout permis dans certains quartiers. Il est admis que ce sont les dealers qui tiennent les quartiers et qui font les lois. Donc ça ne les choque pas de dire à ses habitants écoutez, on arrive, on est là et on va vous expliquer comment on fonctionne. Oui, le problème, c'est que cette contre-société, si elle existe, c'est une forme de parasite. Elle existe parce qu'il y a une proie qu'il faut attaquer, spolier. Et par exemple, on a parlé de dealers mineurs, mais ce qu'on fait, là, on les rend accros à la drogue qui leur est vendue. Ces mineurs ont ensuite des dettes envers leur chef qu'ils sont obligés d'éponger en travaillant comme eux. C'est une réduction à l'état d'esclave. Donc, il ne faut pas imaginer qu'on a aboli véritablement l'esclavage en 1848. Ça existe sous une forme actuellement aujourd'hui. Donc c'est ça la contre-société qui est en train de s'installer.